Est-ce que tu fais ce tour lors de soirées? Oh non, c'est un tour de soirée pas terrible. C'est parti. 3,14,159,265,358,9,793. Voici Grant Gusman. Il a regardé une vieille vidéo à moi sur les deux systèmes de pensée. Le système 2 est le système conscient, lent et volontaire. Et le système 1 est inconscient, rapide et automatique. Pour explorer comment ces systèmes fonctionnent dans sa propre tête, Grant a décidé de mémoriser 100 décimales de pi. 3,4,4,6. Puis il a juste continué. Il a maintenant mémorisé 23 000 décimales de pi pour tenter de battre le record nord-américain. 5,4,9,3,0,3,8,1,9,6, ça fait 200. C'est incroyable. Je veux faire une vidéo sur les experts depuis longtemps. Voici Magnus Carlsen, quintuple champion du monde d'échecs. On lui montre des échiquiers et on lui demande d'identifier la partie dans laquelle ils sont apparus. Ça ressemble beaucoup à Talbot Winnick. C'est évidemment la 24e partie à Séville. Je vais maintenant jouer une ouverture et tu m'arrêtes quand tu reconnais la partie. Et si tu peux me dire qui jouait les noirs. D'accord. Tu as sûrement déjà vu cette ouverture. Ok, ça va être Arnold. Contre. Zapata. Comment fait-il ça? On dirait une capacité surhumaine. Eh bien, il y a des décennies, des scientifiques ont voulu comprendre ce qui rend les experts, comme les maîtres d'échecs, si particuliers. Ont-ils un QI incroyablement élevé? Un bien meilleur raisonnement spatial? Une mémoire à court terme plus grande? Il s'avère qu'en moyenne, les maîtres d'échecs ne sont pas exceptionnels sur ces critères. Mais une expérience a montré en quoi leur performance surpassait largement celle des amateurs. En 1973, William Chase et Herbert Simon ont recruté 3 joueurs d'échecs, un maître, un joueur de niveau A qui est un amateur avancé et un débutant. Un échiquier a été placé avec environ 25 pièces, comme dans une vraie partie. Chaque joueur avait 5 secondes pour le regarder, puis devait reproduire la position de mémoire sur un autre échiquier. Les joueurs pouvaient jeter autant de coups d'œil de 5 secondes qu'ils le voulaient pour que leur échiquier corresponde. Dès le premier regard, le maître se souvenait de 16 pièces, le joueur A de 8 et le débutant de seulement 4. Le maître avait besoin de 2 fois moins de regards que le joueur A pour obtenir un plateau parfait. Mais ensuite, les chercheurs ont placé les pièces de manière aléatoire, impossible en vrai jeu, et là le maître ne faisait pas mieux que le débutant. Après un seul regard, tous les joueurs, quel que soit leur niveau, ne retenaient que 3 pièces. Les données sont claires. Les experts en échecs n'ont pas une meilleure mémoire générale, mais une mémoire spécifique aux positions plausibles. Ce qui rend les maîtres spéciaux, c'est qu'ils ont vu énormément de parties, et leur cerveau a appris des motifs. Ils ne voient pas des pièces isolées, mais des configurations reconnaissables. C'est ce qu'on appelle le chunking. Ce qu'on a en mémoire à long terme nous permet de reconnaître des stimuli complexes comme une seule chose. Par exemple, tu reconnais ceci comme pi, pas comme une suite de 6 chiffres, ou des gribouillis sans sens. Il y a une séquence que j'aime beaucoup, 3-0-1-7-3. Pour moi, c'est Stephen Curry, numéro 30, 173 matchs. C'était le record en 2016, donc 3-0-1-7-3. Au fond, l'expertise, c'est la reconnaissance. Magnus Carlsen reconnaît les positions d'échecs comme on reconnaît des visages, et cette reconnaissance mène à l'intuition. Si tu vois un visage en colère, tu peux deviner ce qui va suivre. Les maîtres reconnaissent les positions et savent instinctivement quoi jouer. La plupart du temps, je sais quoi faire, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Développer la mémoire à long terme d'un expert prend du temps. La règle des 10 000 heures, popularisée par Malcolm Gladwell, est connue, mais 10 000 heures seules ne suffisent pas. Il faut remplir 4 critères supplémentaires. Et dans les domaines où ces critères ne sont pas réunis, il est impossible de devenir expert. Le premier, c'est de nombreuses tentatives répétées avec un retour d'information. Les joueurs de tennis frappent des centaines de coups droits à l'entraînement.
Les joueurs d'échecs jouent à des milliers de parties avant de devenir grands maîtres, et les physiciens résolvent des milliers de problèmes de physique. Chacun reçoit un retour. Le joueur de tennis voit si chaque coup passe le filet et reste dans les limites. Le joueur d'échecs gagne ou perd, et le physicien ajuste ou faux. Mais certains professionnels n'ont pas d'expérience répétée avec le même type de problème. Le politologue Philip Tetlock a sélectionné 284 personnes dont le métier est de commenter ou de conseiller sur les tendances politiques et économiques. Cela comprenait des journalistes, des spécialistes de la politique étrangère, des économistes et des analystes du renseignement. Pendant 2 décennies, il les a bombardés de questions comme « George Bush sera-t-il réélu ? L'apartheid en Afrique du Sud prendra-t-il fin pacifiquement ? Le Québec fera-t-il sécession du Canada ? Et la bulle Internet éclatera-t-elle ? » Dans chaque cas, les experts ont évalué la probabilité de plusieurs résultats possibles. Et à la fin de l'étude, Tetlock avait quantifié 82 361 prédictions. Alors, quels ont été les résultats ? Assez mauvais. Ces experts, pour la plupart diplômés de l'enseignement supérieur, ont eu des résultats pires que s'ils avaient attribué une probabilité égale à chaque issue. Autrement dit, ceux qui étudient un sujet à plein temps et en vivent font de moins bonnes prédictions que le hasard. Même dans les domaines qu'ils connaissent le mieux, les experts ne faisaient pas mieux que les non-spécialistes. Le problème, c'est que la plupart des événements à prédire sont uniques. Ils n'ont pas eu l'expérience de vivre ces événements ou d'autres très similaires à plusieurs reprises. Même les élections présidentielles sont peu fréquentes et chacune se déroule dans un contexte légèrement différent. Nous devons donc nous méfier des experts qui n'ont pas d'expérience répétée avec un retour d'information. L'autre exigence est un environnement adéquat, c'est-à-dire contenant des régularités le rendant au moins partiellement prévisible. Un joueur de roulette peut par exemple avoir des milliers d'expériences répétées avec le même événement, avec un retour clair. Il gagne ou perd. Mais à juste titre, on ne le considérait pas comme un expert, car l'environnement est de faible validité. La roulette est essentiellement aléatoire, donc il n'y a aucune régularité à apprendre. En 2006, le légendaire investisseur Warren Buffett a proposé de parier $1 million qu'il pourrait choisir un placement qui surperformerait les meilleurs fonds spéculatifs de Wall Street sur 10 ans. Les fonds spéculatifs sont des pools de capitaux gérés activement par certains des traders les plus brillants et expérimentés de Wall Street. Ils utilisent des techniques avancées comme la vente à découvert, l'effet de levier et les produits dérivés pour tenter d'obtenir des rendements supérieurs et facturent donc des frais élevés. Une personne a accepté le pari, Ted Seides de Protege Partners. Pour son investissement, il a sélectionné 5 fonds spéculatifs. Enfin, en réalité, 5 fonds de fonds spéculatifs, ce qui représente au total un portefeuille de plus de 200 fonds individuels. Warren Buffett, lui, a adopté une approche totalement différente. Il a choisi l'investissement le plus simple et ennuyeux qu'on puisse imaginer, un fonds indiciel passif qui suit simplement la valeur pondérée des 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis, le S&P 500. Ils ont lancé le pari le 1er janvier 2008 et dès le départ, les choses ne semblaient pas bien engagées pour Buffett. C'était le début de la crise financière mondiale et le marché s'est effondré. Mais les fonds spéculatifs pouvaient modifier leur position et même profiter des chutes de marché. Ils ont perdu de la valeur, mais moins que la moyenne du marché. Les fonds sont restés devant pendant 3 ans, mais en 2011, le S&P 500 avait rattrapé son retard. Et ensuite, ce ne fut même plus une compétition. Le marché a explosé, laissant les fonds spéculatifs loin derrière. Après 10 ans, le fonds indiciel de Buffett avait gagné 125,8%, contre 36% pour les fonds spéculatifs. Pourtant, la performance du marché n'était pas exceptionnelle durant cette période. Avec une croissance annuelle de 8,5%, elle correspond presque à la moyenne historique du marché boursier. Alors pourquoi tant de professionnels de l'investissement, avec des années d'expérience, des recherches poussées à portée de main et de fortes incitations financières à réussir, n'ont-ils pas réussi à battre le marché ? Eh bien, parce que les actions sont un environnement à faible validité. À court terme, les mouvements des prix des actions sont presque totalement aléatoires. Le retour d'informations, bien que clair et immédiat, ne reflète rien sur la qualité des décisions. C'est plus proche de la roulette que des échecs. Sur une période de 10 ans, environ 80% des fonds d'investissement actifs n'arrivent pas à battre le marché. Et si vous regardez sur des périodes plus longues, la sous-performance atteint 90%, et avant de dire que cela signifie que 10% des gestionnaires ont de véritables compétences, considérez que par simple hasard, certaines personnes battraient le marché de toute façon. Des portefeuilles choisis par des chats ou en lançant des fléchettes ont montré qu'ils pouvaient le faire.
Et en plus de la chance, il existe des pratiques douteuses, allant du délit d'initié aux arnaques de type pump and dump. Je ne veux pas dire qu'il n'existe aucun investisseur expert. Warren Buffett en est un exemple clair. Mais la grande majorité des sélectionneurs d'actions et des gestionnaires actifs ne démontrent pas une performance d'expert à cause de la faible validité de leur environnement. Petite remarque, si l'on sait que la sélection d'actions donne en général de moins bons résultats à long terme et que les frais facturés par les gestionnaires actifs ne sont que rarement compensés par de meilleures performances, alors pourquoi tant d'argent est-il investi dans les actions individuelles, les fonds communs de placement et les fonds spéculatifs? Eh bien, laissez-moi répondre à cette question par une anecdote. Une expérience a été menée avec des rats et des humains où il y avait un bouton rouge et un bouton vert qui peuvent s'allumer chacun. Dans 80% des cas, le bouton vert s'allume et dans 20% des cas, c'est le rouge, mais de façon aléatoire. Donc vous ne pouvez jamais savoir lequel va s'allumer. La tâche du sujet, rat ou humain, est de deviner à l'avance lequel va s'allumer en appuyant dessus. Le rat, s'il devine juste, reçoit de la nourriture, sinon un léger choc électrique. Le rat apprend vite à n'appuyer que sur le bouton vert et accepte le taux de réussite de 80%. Les humains, en revanche, appuient généralement sur le bouton vert, mais tentent parfois de deviner quand le rouge s'allumera. Résultat, leur taux de réussite chute à 68%. On a du mal à accepter des résultats moyens et on voit des tendances de partout, même dans l'aléatoire. Donc on essaye de battre la moyenne en prédisant des tendances. Mais s'il n'y en a pas, c'est une stratégie désastreuse. Même lorsqu'il y a des tendances, il faut un retour rapide pour pouvoir les apprendre. Et YouTube l'a bien compris. Dans l'heure qui suit la publication d'une vidéo, ils vous disent comment elle se classe par rapport à vos 10 dernières vidéos. Il y a même des confettis qui s'affichent quand ta vidéo passe numéro 1. Je sais que ça peut sembler idiot, mais vous n'imaginez pas à quel point cette récompense est puissante et combien d'efforts les youtubeurs déploient pour obtenir cette décharge de dopamine. Pour comprendre la différence entre retour immédiat et différé, le psychologue Daniel Kahneman compare les expériences des anesthésistes et des radiologues. Les anesthésistes travaillent au plus près du patient et reçoivent un retour immédiat. Le patient est-il inconscient, avec des signes vitaux stables? Avec ce retour immédiat, il est plus facile pour eux d'apprendre les régularités de leur environnement. Les radiologues, en revanche, ne reçoivent pas un retour rapide sur leur diagnostic, voire pas du tout. Cela rend leur amélioration bien plus difficile. Les radiologues diagnostiquent correctement le cancer du sein à partir de radiographies seulement 70% du temps. Le retour différé semble aussi poser problème pour les recruteurs et les responsables des admissions universitaires. Quand on admet quelqu'un à l'université ou qu'on recrute dans une grande entreprise, on ne saura peut-être jamais, ou bien trop tard, comment il a réussi. Cela complique l'identification des profils idéaux. Dans une étude, Richard Melton a tenté de prédire les notes des étudiants en fin de première année. Un groupe de 14 conseillers a interviewé chaque étudiant pendant 45 minutes à 1 heure. Ils avaient également accès aux notes du lycée, à plusieurs tests d'aptitude et à une lettre de motivation de 4 pages. À titre de comparaison, Melton a conçu un algorithme utilisant seulement une fraction de ces données, les notes du lycée et un test d'aptitude. Pourtant, la formule s'est révélée plus précise que 11 des 14 conseillers. L'étude de Melton a été présentée aux côtés de plus d'une douzaine d'autres résultats similaires dans divers domaines, de la prédiction des violations de liberté conditionnelle à la réussite dans la formation de pilotes. Si vous avez déjà été refusé par une école ou recalé à un poste, vous avez probablement eu l'impression qu'un expert a évalué votre potentiel et conclu que vous ne réussiriez pas. Moi-même, j'ai été recalé 2 fois par une école de cinéma et 2 fois par un programme de théâtre. C'est donc rassurant de savoir que les gardiens de ces institutions ne sont pas de très bons prédicteurs du succès futur. Donc, si vous êtes dans un environnement adéquat, que vous avez une expérience répétée des mêmes événements avec un retour clair et rapide à chaque tentative, allez-vous forcément devenir expert après 10 000 heures? La réponse, malheureusement, est non, parce que la plupart d'entre nous veulent rester confortables. Pour beaucoup de tâches dans la vie, on peut devenir compétent assez rapidement. Prenez la conduite, par exemple. Au début, c'est plutôt difficile, cela mobilise tout le système 2, mais après environ 50 heures, ça devient automatique. Le système 1 prend le relais et vous pouvez le faire sans y penser consciemment. Après cela, passer plus de temps à conduire n'améliore pas les performances. Si vous vouliez continuer à progresser, il faudrait conduire dans des situations difficiles. Terrain inconnu, vitesse élevée ou par mauvais temps. Moi, je joue de la guitare depuis 25 ans, mais je ne suis pas expert parce que je joue toujours les mêmes chansons. C'est plus facile et plus amusant. Mais pour apprendre, il faut pratiquer à la limite de ses capacités, aller au-delà de sa zone de confort. Il faut se concentrer beaucoup et essayer méthodiquement à plusieurs reprises des choses qu'on ne maîtrise pas encore.
Vous pouvez tout pratiquer exactement comme c'est écrit, mais à une vitesse telle que vous devez penser à chaque note, savoir exactement où vous en êtes, ce que font vos doigts et ce que vous ressentez. C'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Et dans de nombreux domaines, les professionnels ne s'y adonnent pas, donc leur performance n'évolue pas. En fait, elle régresse parfois. Si vous ressentez une douleur thoracique et allez à l'hôpital, préférez-vous un médecin fraîchement diplômé ou un avec 20 ans d'expérience? Les chercheurs ont découvert que les compétences en matière de diagnostic des étudiants en médecine s'améliorent au fur et à mesure qu'ils avancent dans leurs études, ce qui est logique. Plus on voit de cas accompagnés de retours, meilleur on devient pour repérer les schémas. Mais cela ne fonctionne que jusqu'à un certain point. Pour les maladies rares du cœur ou des poumons, les médecins avec 20 ans d'expérience sont en fait moins bons que les jeunes diplômés. Et c'est parce qu'ils n'ont pas pensé à ces maladies depuis longtemps, donc ils reconnaissent moins bien les symptômes. Ce n'est qu'après un cours de remise à niveau que les médecins parviennent à diagnostiquer correctement ces maladies. Et on observe le même phénomène aux échecs. Le meilleur indicateur du niveau d'un joueur n'est pas le nombre de parties ou de tournois joués, mais le nombre d'heures consacrées à une étude solitaire sérieuse. Les joueurs passent des milliers d'heures seuls à apprendre la théorie des échecs, à analyser leurs propres parties ainsi que celles des autres, et à résoudre des compositions, des problèmes conçus pour aider à reconnaître des schémas tactiques. Dans les échecs, comme dans d'autres domaines, il peut être difficile de se forcer à s'entraîner de manière délibérée, et c'est pourquoi les entraîneurs et les enseignants sont si précieux. Ils peuvent repérer vos faiblesses et vous assigner des exercices pour les corriger. Pour devenir expert, il faut pratiquer pendant des milliers d'heures dans la zone d'inconfort, en tentant les choses qu'on ne sait pas encore faire. La véritable expertise est fascinante à observer. Pour moi, cela ressemble à de la magie, mais ce n'en est pas. Au fond, l'expertise repose sur la reconnaissance, et celle-ci vient de l'énorme quantité d'informations très structurées, stockées dans la mémoire à long terme. Pour développer cette mémoire, 4 éléments sont nécessaires: un environnement adéquat, de nombreuses répétitions, un retour d'informations opportun et des milliers d'heures de pratique délibérée. Lorsque ces conditions sont réunies, la performance humaine est stupéfiante. Et quand ce n'est pas le cas, on a des gens qu'on considère comme experts alors qu'ils ne le sont pas vraiment.